Imagine la scène, juste un instant. La lumière, super éclatante du soleil méditerranéen qui vient frapper des ruines antiques. Ouais, le genre de décor qui marque les esprits, quoi. Exactement. Et au milieu de ces colonnes millénaires, t'as le chef de l'Église catholique, le pape Léon XIV. Il se tient debout, silencieux, et il s'apprête à planter un rameau d'olivier. Une image très, très forte, surtout quand on pense au contexte. Ben oui, parce qu'on est en plein cœur d'une république dont l'identité islamique est carrément inscrite dans la Constitution. Donc, à première vue, on pourrait se dire que c'est juste une très belle image. Bah, le cliché parfait pour faire la une de tous les journaux du monde le lendemain matin, hein. C'est ça. Mais en réalité, ce qui se joue à cet instant super précis, c'est pas du tout juste une cérémonie spirituelle ou enfin une séance photo pour les médias. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est même l'une des manœuvres géopolitiques les plus brillantes et honnêtement les plus inattendues de ces dernières années. Carrément. Derrière la beauté visuelle du truc, il y a une mécanique diplomatique qui est d'une complexité fascinante. Ouais, ce qu'on observe là, en fait, c'est une nation qui saisit vraiment toute l'épaisseur de son passé pour remodeler son avenir. Bon, décortiquons tout ça. Pour notre exploration en profondeur aujourd'hui, on plonge directement au cœur de cette visite historique du pape Léon XIV en Algérie. Plus précisément à Annaba, c'est ça? Sur les vestiges de la mythique cité d'Hippone? Voilà, c'est exactement là. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, pour quiconque nous écoute, c'est de comprendre comment l'Algérie a orchestré cette séquence. Ouais, pour retransformer radicalement son image sur la scène internationale, quoi. Parce que c'est un pays qui est souvent perçu de l'extérieur, sous le prisme de sa force militaire ou de ses immenses réserves énergétiques. Et là, ils réussissent à se hisser au rang de puissance morale. C'est vraiment une leçon magistrale de construction de soft power. C'est fou, hein? Mais pour comprendre l'ampleur du geste, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter sur le lieu. Pourquoi ce choix hyper spécifique d'Annaba? Pourquoi Hippone, tu veux dire? Ouais, pourquoi là-bas et pas ailleurs? Parce que c'est vraiment là que réside tout le génie de la démarche. Ce qui est fascinant ici, c'est que le choix d'Hippone vient réveiller une strate historique qui est juste monumentale. Ok, explique-nous un peu. Annaba, c'est l'ancienne Hippone, on est d'accord? C'est ça. Et Hippone, c'est la terre de Saint-Augustin. Et pour mesurer le poids de ce nom, il faut se rappeler que Saint-Augustin, c'est pas juste un évêque du 5e siècle. C'est une figure majeure. Ah, mais c'est l'un des piliers absolus, l'un des pères fondateurs de la pensée chrétienne occidentale et même plus largement de la philosophie universelle. Waouh. Et le détail qui change tout, c'est ses origines, non? Exactement. Le détail crucial, c'est qu'il est d'origine berbère. Il est profondément nord-africain. C'est quand même dingue de se dire que l'Occident s'est en grande partie construit sur la pensée d'un homme issu de cette terre africaine. Et c'est justement ce que l'Algérie met en lumière. En invitant le souverain pontife très précisément sur ces ruines-là, le message envoyé par l'État algérien est d'une clarté redoutable. Genre, on ne fait pas qu'accueillir un chef religieux étranger. Voilà. Le pays se lève et revendique, mais haut et fort, qu'il est la fille de Saint-Augustin. La fille de Saint-Augustin, c'est une formule super puissante. Ouais, c'est un acte de réappropriation extraordinaire. L'Algérie embrasse publiquement la pluralité de ses racines. Donc, en gros, ils marient leur identité islamique actuelle avec cet héritage antique, chrétien et berbère. Tout à fait. Et en faisant ça, le pays déconstruit presque instantanément des décennies de préjugés et de raccourcis occidentaux. J'aime beaucoup imaginer cet héritage de Saint-Augustin comme une sorte de superpuissance diplomatique endormie, tu vois. Une superpuissance endormie, ouais, c'est une bonne image. Bah oui, elle était là, sous le sable et les cyprès depuis des siècles. Et le pays vient de réveiller ce fantôme, non pas pour provoquer, mais pour passer un message. Un message d'ouverture, ouais. Exactement, pour dire à la face du monde, regardez, notre islam, c'est pas un islam de rejet, c'est un islam de dialogue, ancré dans l'histoire universelle. Et tu sais, cette vision, elle sort pas de nulle part. Elle a été patiemment tissée sur le terrain. Ah oui, dans nos sources, on parle beaucoup de personnalités locales qui ont poussé cette vision, comme Monseigneur Vesco par exemple. C'est ça, Vesco, l'archevêque d'Alger. C'est quelqu'un dont la démarche repose sur la fraternité et la construction de ponts entre les cultures. Son alignement avec la vision de la présidence algérienne a été fondamental. Ok, donc le décor intellectuel est planté, mais tu sais bien qu'une belle théorie historique, ça a besoin d'images fortes pour marquer les esprits aujourd'hui. Ah ben, on est dans l'ère de l'image, c'est clair. Donc parlons des gestes précis de cette visite. Leur rameau d'olivier, c'était pas n'importe quel rameau, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Ce rameau qu'il plante face à la basilique de la Paix, il est issu de l'arbre même de Saint-Augustin. Ah,
ouais, la symbolique est totale. Complètement. Et l'émotion du pape, à ce moment-là, elle était vraiment visible, c'était pas joué. Mais attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que, soyons un peu critiques, Vas-y, je t'écoute. face à de telles images super bien cadrées, comment on peut être sûr que c'est pas juste une belle opération de communication? Genre une simple séance photo liturgique? Ouais, voilà, un coup de pub institutionnel très bien huilé, quoi. Je comprends carrément ce doute. C'est toujours le risque avec la diplomatie des symboles. Mais nos sources montrent bien que ça va beaucoup plus loin qu'une image de presse. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais c'est ce qui s'est passé juste après, loin des grandes caméras à la maison de retraite de la basilique. La maison de retraite, ok. Ouais. Là, on a eu des échanges d'une dimension humaine incroyable. Des aînés algériens, presque tous de confession musulmane, qui ont offert des cadeaux symboliques au souverain pontife. Oh waouh! Des anciens musulmans qui offrent des cadeaux au pape au sein même d'une structure catholique? C'est ça. Et ça a tellement marqué les esprits que le pape Léon XIV a fait des déclarations fortes par la suite. Il a dit quoi en gros? Il a littéralement validé l'Algérie comme un véritable laboratoire vivant du vivre ensemble. Un laboratoire vivant, c'est pas une mince reconnaissance, venant de lui. Et l'institution papale elle-même a reconnu que dans cette maison de retraite, la protection des plus vulnérables transcende totalement les dogmes. Donc c'est la preuve concrète d'une miséricorde au quotidien, pas juste de la théorie. Exactement. Ce geste politique fort, c'est un message de paix envoyé à un monde qui est, on va pas se mentir, très fragmenté. C'est clair. Mais au-delà de l'aspect spirituel et humain, ces symboles, ils envoient aussi une onde de choc très pragmatique, non? Ah ben géopolitiquement parlant, l'impact est multidimensionnel, ouais. Alors qu'est-ce que tout ça signifie vraiment sur le plan global? Pour moi, ça ressemble presque à un rebranding magistral d'une immense entreprise internationale. Un rebranding? C'est une comparaison intéressante, comment tu vois le truc? Bah, imagine un pays qui, pendant décennies, basait son identité uniquement sur ses ressources naturelles, genre une puissance énergétique pure. Le gaz, le pétrole, Le côté est très matériel, quoi. voilà. Ou alors sur sa force militaire. Et là, soudainement, l'Algérie passe d'une identité basée sur le matériel à une identité basée sur l'autorité morale et l'éthique. Ah, je vois. C'est la naissance d'un nouveau soft power algérien. Exactement. Une toute nouvelle marque Algérie relayée par la presse mondiale. Une nation médiatrice, tu vois. Ouais, et si on relie ça au contexte global, c'est crucial pour intervenir dans les grands débats mondiaux actuels. Genre les crises migratoires ou les conflits interreligieux. Tout à fait. L'Algérie s'affirme comme le trait d'union indispensable entre les rives de la Méditerranée. Une Méditerranée qui est quand même super souvent perçue comme une zone de fracture aujourd'hui. C'est ça qui est fort. C'est une réponse cinglante à ceux qui pensent que ce bassin méditerranéen est condamné à la division perpétuelle. Et la reconnaissance pontificale, au fond, ça agit comme une sorte de sceau d'approbation internationale de cette maturité, non? Complètement. Et ça a des répercussions ultra concrètes, même dans des domaines où on s'y attend pas. Le monde des affaires, par exemple. Ah oui, c'était mentionné dans nos sources. L'accueil dans un climat de sécurité absolue envoie un signal fort aux investisseurs. Bah, réfléchis, accueillir le pape, avec des foules immenses, et les médias du monde entier, sans le moindre incident de sécurité, C'est un test de logistique ultime. exactement, ça prouve ce qu'on appelle une stabilité structurelle. Et pour les investisseurs internationaux, ça n'a pas de prix. Donc ça rassure les marchés financiers tout en projetant une image de paix. C'est du génie. Ouais, c'est le combo parfait. Mais tu sais, changer l'image d'un pays à l'international, c'est une chose. Je te vois venir. Le plus grand succès, il n'est pas à l'extérieur. Et non. Le vrai triomphe de cette opération diplomatique, il se trouve à l'intérieur même de ses propres frontières. Dans les yeux de ses citoyens, tu veux dire? C'est exactement ça. L'impact psychologique de cette visite, c'est pas juste une petite parenthèse temporelle qui se referme. Bah oui, ça doit profondément réactiver la mémoire d'Hippone pour les locaux. Du jour au lendemain, Hippone redevient un centre intellectuel vivant pour les futurs chercheurs, les théologiens, les étudiants algériens. Ça crée un effet miroir sur la société. Complètement. Cette visite, c'est un démenti formel au discours de haine qu'on entend un peu partout. Et j'imagine que ça nourrit un immense sentiment de fierté nationale chez la jeunesse algérienne. Tu m'étonnes. Voir son pays accueilli avec autant de déférence par l'une des autorités morales les plus influentes au monde, C'est vrai que de voir le successeur de Pierre reconnaître l'Afrique du Nord comme une racine fertile de la pensée universelle, c'est hyper fort. cela soulève une question importante d'ailleurs. Comment la foi est perçue aujourd'hui? Ouais, la foi est super souvent perçue comme une frontière de nos jours, ou même une source de conflit. Et là, elle est littéralement transformée en un langage commun. Un langage qui redonne de l'espoir à toute une nouvelle génération, c'est beau.
Et ça légitime totalement la voix de l'Algérie sur la scène internationale lorsqu'elle plaide pour la justice et la dignité humaine. Parce qu'ils prouvent qu'ils l'appliquent chez eux, en assumant cette pluralité. Voilà, c'est vraiment la fondation d'une ère de médiation spirituelle à long terme pour le pays. Bon, si on doit synthétiser un thé tout ce qu'on vient de dire, pour quiconque a suivi notre analyse jusqu'ici, Ouais, un petit résumé s'impose. on peut dire que la visite du pape Léon XIV n'était vraiment pas juste un pèlerinage classique. Loin de là, ouais. C'était la fondation d'un nouvel édifice stratégique. Un édifice qui a littéralement propulsé le soft power de l'Algérie grâce à ce mariage super subtil entre diplomatie, histoire antique et une identité islamique vraiment ouverte. C'est un rappel puissant pour notre auditoire. Ça démontre comment l'histoire d'une nation n'est au final jamais figée. Exactement. Elle peut être réécrite, ou plutôt réembrassée, pour devenir un outil de paix redoutablement efficace. Et ça invite à repenser la façon dont les pays peuvent se présenter sur la scène mondiale aujourd'hui. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice, pour clôturer cette exploration en profondeur. Ah, j'aime bien ça. Dis-nous tout. Quand on y réfléchit, si une nation peut transformer sa posture internationale simplement en assumant pleinement la complexité et la pluralité de son propre passé, Ouais. quelles autres régions du monde, qui sont aujourd'hui considérées comme des zones de fracture insolubles, pourraient faire pareil? C'est une excellente question, ça. Genre, quels pays pourraient utiliser leurs propres angles morts historiques pour bâtir, eux aussi, les ponts diplomatiques de demain? Ça laisse vraiment songeur. On a tous des angles morts dans notre histoire collective. Voilà. Et c'est peut-être là-dedans que se trouve la clé pour débloquer les conflits actuels. Un beau sujet de réflexion pour la suite.